Coucou tout le monde, c'est Laura et bienvenue dans ce 10e épisode des Chroniques BD. On va débriefer un petit peu des lectures que j'ai pu avoir courant octobre. J'avais annoncé le mois précédent un gros mois, et ben il n'a pas eu lieu. Enfin, si, parce que j'en ai lu avant. Il y a certaines lectures dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Et il me reste encore une grosse pile derrière moi. Donc ça aurait pu être un gros mois, mais il a été calme parce qu'une lecture a pris pas mal de temps. Je vais vous détailler tout ça. Donc bah, ce sera du coup le mois prochain qui sera assez épais, sans doute. Donc c'est parti, commençons tout de suite, hein, sans plus tarder. En tout cas, j'espère que vous avez quand même passé un bon mois d'octobre. Et c'est parti avec la première BD, qui s'appelle Shame. Et c'est pas une BD, c'est une série directement, puisqu'on va parler des tomes 1 et 2, parce que non, c'est mieux. Puisque les deux volumes sont sortis. Je vais faire un petit truc. Ici la souris. Et voilà. Virer le blanc derrière. La série est sortie en diptyque. Enfin, le deuxième tome est sorti le mois dernier. Début septembre, je ne sais plus, ou fin septembre. Et ils vendaient les deux ensemble pour 20 balles. Avec une couverture pareille, moi j'ai pris la couverture du tome 2. Et en plus avec un titre. Le titre du tome 1, c'est les 15 derniers jours de la vie de Shane, et le deuxième, c'est les 8 derniers jours de la vie de Shane. Donc tout de suite, moi ça me parle, ce genre de choses. Je vais vous détailler ça un petit peu juste après. Et coucou Bob, j'espère que tout va bien. Donc déjà, Shane, de quoi ça va nous parler? Alors, oui, c'est vrai que c'est la première fois que c'est là au début. Très bien, tu vas rien manquer, tu n'as pas besoin de regarder de VOD, tu vas pouvoir commenter ça en live. Donc, de quoi ça nous parle? Donc, j'essaie de m'en souvenir. Si, oui, le roi et on va dire, ses gardes, ils sont barrés du château parce qu'on leur a plus ou moins parlé d'une prophétie que c'était bien qu'ils partent. Donc, ils sont partis, ils laissent la ville un petit peu se débrouiller. Et donc la ville était complètement à feu et à sang, et on va suivre quatre individus essayant de survivre au milieu de la mêlée, et une cinquième personne. Enfin, disons un cinquième individu dont je tairai le nom pour éviter de spoiler, comme je ne parlerai pas de la fin justement de cette bande dessinée, hein, même si bon, ça s'appelle les 15 derniers jours de la vie de Shane. Laisse supposer la fin. Euh, voilà, ça c'est pour l'histoire. Donc au niveau des personnes qui ont fait la bande dessinée, donc on a Stephen Deberg. Je sais plus si on en a déjà parlé. Non, on n'en a jamais parlé. Alors c'est un jeune homme avec un peu d'expérience, hein. Il a commencé sa carrière en 1976 pour le magazine Tintin, ouais, quand le magazine Tintin existait encore. Et aujourd'hui, et il continue à faire des bandes dessinées aujourd'hui. J'ai dénombré, donc c'était début octobre que j'ai compté, mais j'ai rien vu, j'ai pas vu de sortie au mois d'octobre. J'ai décompté 7 albums, enfin oui, 7 albums depuis le début de l'année, écrits par Stephen Deber. Donc ouais, il est encore quand même pas mal actif dans le milieu, ce monsieur. Sinon, il est aussi l'homme qui est derrière les scénarios de IRS, qui est une série sur les fiscs américains, Billy the Cat, que je connais pas trop, et aussi Le Scorpion avec Marini, une série d'espionnage au niveau de la Renaissance, si je ne dis pas de bêtises. Et les dessins sont magnifiques. En même temps, Enrico Marini, il fait des très beaux dessins. Ensuite, le dessinateur, c'est Chaiko, de son vrai nom Chai Feng. J'espère que je prononce bien, ce qui est sans doute pas le cas, puisque c'est un dessinateur chinois qui a fait un peu d'animation. Et depuis 2008, il fait de la bande dessinée. Donc euh, c'est ce qu'il a déjà dessiné. Il a dessiné La Chronique des Immortels, je crois que c'est avec des vampires, et Le Roi Singe, donc qui est plutôt par rapport au mythe chinois. Et puis oui, il a fait d'autres séries justement sur la mythologie chinoise, sur son pays. Je vais vous montrer quelques images. Donc les images, normalement, c'est un petit peu des images du tome 1 et 2, hein, que j'ai pu récupérer à droite à gauche. C'est une série, en tout cas, fort sympatoche. Voilà, une grande série, mais bon, mais sympatoche, hein. Là, la définition, même la chronique, comment dire, bon, série sympatoche, voilà, passons à la suite. Non, voilà, enfin, après, même si je dis sympathique, on parle quand même de pillage, de viol, hein, parce que oui, ça va, tout va ensemble, il y a des meutes, voilà, tout ce qui va ensemble, mais c'est bien raconté. Euh,
La longueur du récit, bah, on n'a que 2 volumes, ça permet pas forcément d'approfondir les personnages, mais on en sait suffisamment pour les apprécier. Donc ça c'est pas mal. Que voilà, au moins ils l'ont fait, ça a le mérite d'être là. Maintenant, rien des points négatifs, hein, ça reste que sympatoche, ça reste pas génial, hein, c'est pas oufissime. C'est que les personnages parlent par voix off, et plusieurs moments j'étais perdu, je ne savais pas de qui parlait. Peut-être qu'il aurait fallu faire un peu comme les BD américaines, où les bouts de dialogue, quand c'est des voix off, elles ont des couleurs différentes. Ça, au moins, si jamais c'est Batman qui parle, c'est noir, si c'est Superman, ça va être peut-être bleu et rouge. Voilà, on sait déjà tout de suite qui pense. Même si, bon, entre Batman et Superman, les pensées, entre un qui est très sombre et l'autre qui est très lumineux, bon, on sait plus ou moins qui parle. Mais là, c'était assez difficile. Sur les dessins, j'ai pas envie de faire de comparaison entre le tome 1 et le tome 2, ça c'est le tome 1, et je crois qu'il y a une autre image un peu après qui sera le tome 2. Mais je vais la faire quand même cette comparaison, parce que si je l'annonce, c'est que je vais la faire. Dans le tome 2, les arrière-plans sont beaucoup plus fades, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de détails. Voilà, une image du tome 2, voilà. C'est vraiment des tons assez unis, c'est un certain style. Bon, moi je trouve personnellement que ça manque de détails. Des visages, j'ai eu beaucoup de mal aussi sur ce tome 2, il y a des visages qui étaient assez ressemblants, avec des hommes chevelus, enfin peut-être un peu dégarnis, avec une barbe, il y en a plein, donc j'étais assez perdu. Donc ouais, il y a des petites maladresses au niveau des dessins, et peut-être que de la j'allais pas dire de la mise en page, mais voilà, des visages et puis de la narration, avec ses voix off. Et voilà, c'est une histoire du coup quand même assez dure, hein. En même temps on s'attend pas à un happy ending avec une BD qui s'appelle Les 15 derniers jours de la vie de Shane. Euh, voilà, rien de bon, hein. J'aimerais parler de la fin, parce qu'il y a des choses, il y a aussi pas mal de choses à dire, mais je me tairais pour pas quand même faire un spoil. Ce serait assez énorme celui-là. Donc je dis rien, je dis juste attention, surprise ou pas à la fin. À vous de voir, à vous de lire. Donc ouais, c'est disponible justement les 2 BD vendus ensemble pour 20 euros, donc ça fait 10 € la BD, ce qui est assez rare aujourd'hui quand on sait qu'une BD normalement simple c'est plutôt 15 €, surtout avec le prix du papier, donc c'est agréable d'avoir une série pour pas trop cher, une série quand même plutôt agréable à suivre. Donc voilà pour Shane, et on va passer tout de suite à la suite. C'est encore des suites, et ça je l'ai déjà fait la fois précédente, il va falloir que j'arrête sérieusement. Et hop. Et on arrive avec les super-héros, hein, les super-héros américains, avec Buzzkill. Celui-là, il est quand même particulier comme super-héros. Donc, on va suivre Ruben, enfin, qui s'appelle pas vraiment Ruben, mais qu'on va appeler Ruben parce que ce sera plus simple. Donc, il a des problèmes d'alcool. Il est un petit peu addict à l'alcool, aux drogues aussi, et donc il cherche quand même à se soigner. Voilà, il lui arrive des choses et il veut se soigner. Le problème, c'est que Ruben, c'est un super-héros qui tire son pouvoir avec l'absorption de substances drogue, comme l'alcool. Donc pour être fort, il faut qu'il soit bourré, beurré, drogué. Voilà. Et donc du coup, ce monsieur cherche à se soigner, et il va voir justement tous les super vilains, hein, de cet univers-là, un univers original, qui vont dire il y a peut-être moyen de profiter de ses faiblesses, le fait qu'il n'ait plus de pouvoir, qu'il ne se drogue plus et plus d'alcool. Donc peut-être arriver. J'allais donner déjà la critique de l'album, on va attendre un petit peu, on va d'abord de parler de Donny Cates et de Mark Reznicek. Donc Donny Cates, c'est c'est pas mal de travaux pour Marvel, hein. Donc il y a du Hulk, Thor, Venom, Doctor Strange, Thanos, et j'en passe d'autres. Et aussi pas mal de travaux indés comme Redneck. Je l'ai pas lu celui-là, je crois que c'est sympa, c'est vraiment pas mal. God Country aussi, Live BBTs. Ouais, rien que déjà les noms, moi ça me parle, et c'est vrai que c'est un petit, c'est des noms dans l'univers du comics indépendant qui parlent. Et donc on a aussi Mark Reznicek qui lui est là, c'est la première BD pour lui, car à la base c'est un batteur, dans un groupe de métal ou de hard rock, je ne sais plus. Et qui aussi d'ailleurs, petite anecdote, il est apparu aussi en dessin euh, dans X-Men 92, qui est sorti en 2016. Cherchez pas à comprendre, hein, c'est Marvel. Hein, tiens, il y a du pognon à se faire parce que les gens aiment bien X-Men 92, bon, on va le ressortir.
C'était ça à peu près l'idée. Je vais essayer de trouver son groupe que je n'ai pas noté. Bah tant pis, je n'ai pas le groupe de Mark Retnicek, je suis désolé. Et les dessins, on a Geoff Cho, qui est un compère régulier de Donny Cates, qui a bossé avec lui sur Crossover, sur God Country et The Payback. Après, il a aussi fait du Marvel avec Thanos, je crois. Donc voilà pour à peu près le CV des personnes derrière Buffy. Parlons un peu de l'histoire avec quelques images. Alors, tiens, j'ai mal effacé l'image, on voit l'endroit où je l'ai récupéré. Regardez pas, c'est pas bien. Donc bah, c'est un one shot en 4 chapitres. Donc l'histoire, elle va à 200 à l'heure, hein, on présente vite fait les personnages et puis pouf, derrière on la commence. Au moins c'est bien, on arrive directement dans le tas, on s'embête pas, parce que ça reste assez intéressant puisqu'on a quand même un super-héros en rédemption, mais un super-héros en plus qui tire justement son énergie des substances qu'il absorbe. Donc c'est toujours délicat. Est-ce que on veut sauver les gens, mais est-ce qu'on peut sauver les gens en étant addict, quand même, en étant malade? Voilà, c'est un peu la question que ça pose succinctement, hein, parce que voilà, 4 chapitres, faut avancer. En plus, voilà, derrière on va connaître aussi son trauma, pourquoi il cherche à se désintoxiquer. Donc voilà, l'histoire est survolée, mais ça reste très plaisant à lire. Parce que l'histoire, 4 chapitres, ça va vite. C'est une histoire qui n'a pas non plus de prétention à devenir une grande série. Bah, c'est ce qu'elle est, cette série. Elle vaut pas. Voilà. Elle, elle est ce qu'elle vend. Une série vraiment dynamique, très plaisante. Sans sauvetage de monde, je rebelle, je cherche juste à se sauver en évitant de blesser les gens. En tout cas, c'est proche. Donc voilà pour Buzzkill qui est sorti il y a quand même maintenant quelques années. C'était une relecture pour moi. J'avais bien aimé la première fois. J'ai bien aimé la seconde. Hop, passons la et hop. Tiens, et avec transition, puisqu'on parlait d'un super-héros américain, et ben on va continuer avec une super-héroïne américaine, mais dans un manga, avec My Hero Academia, et intitulé America, du nom de la super-héroïne qui est en couverture de l'album. Donc, histoire, donc My Hero Academia, hein, tous les mois, on va pas continuer. Pour ce tome-là, il y a America qui débarque parce que c'est la mère de Japon. Donc, il dit, je suis super forte, j'adore l'ancien numéro 1 des super-héros All Might. Allez, je viens sauver le monde. Enfin, je viens sauver surtout le Japon, mais le monde aussi. Donc ça permet à l'univers de My Hero Academia de prendre de l'envergure, d'être pas centré sur le Japon. Donc c'est toujours mis en boîte par Koei Horikoshi, et qui a j'ai retrouvé un peu quelques travaux pour lui, donc il avait écrit quelques shonen auparavant, avant My Hero Academia, et c'est avec My Hero Academia qu'il a tout exposé. Et là on est dans le dernier arc. Et quel arc? Paf. Voilà. Donc, pour ce volume 34, eh ben, il est fort. L'auteur est fort quand même, parce que c'est 33 tomes, et là on arrive sur le 34e, on a America qui débarque, qu'on avait juste vu sur une page à la fin du volume 33, et on adore ce personnage, et en 5 chapitres de l'album, on adore ce personnage. Il est super classe, il est super stylé, et on a un super combat, qui est sans doute un des meilleurs combats dans les shonen que j'ai pu lire. Ouais, à ce niveau-là, hein. Je le mets toujours en dessous du Josuke versus Toguro dans Yu Yu Hakusho, mais j'adore Yu Yu Hakusho, donc je peux pas le mettre au-dessus. Et puis, bon, Yu Yu Hakusho, la différence, c'est que euh, le protagoniste principal, ça faisait déjà 10 volumes qu'on le connaissait, on l'a vu évoluer. Toguro, on avait déjà vu tout son passé, et on savait qui c'était, donc il y avait des enjeux dans ce combat-là. L'América, elle débarque, on ne la connaît pas, donc paf, faut tout de suite faire un petit peu de scène de flashback pour dire qui c'est, ce que c'est, pour justement donner de l'empathie à ce personnage. Et son opposant, bon, je ne dirai pas qui il est, même si on peut le deviner à la suite, vu la fin du tome 33, enfin, le tome précédent, on le, on le connaît. Et donc, du coup, il y a vraiment un super combat. La deuxième partie, un peu la transition, on est encore un peu sous le choc du combat. Donc, voilà, on remet les pieds en place pour la prochaine partie, avec quelques révélations, et pas des petites.
Donc non, bon, non, 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 moi, rien que franchement, ça vaut le coup de lire 33 volumes pour lire ce 34e, ce 34e tome et les chapitres qui sont les chapitres qui commencent à 329. Voilà. Donc ça, faut lire 328 chapitres avant pour arriver là et se dire ce moment-là, ça vaut le coup. Et on sent le petit coup de cœur. Ah mais complètement, ah, complètement. J'ai vraiment accroché. J'avais lu une critique avant de lire ce volume en disant ouais c'est vachement bien ce volume et tout, un petit peu ce que je suis en train de vous dire aussi. Puis, mais je sais très bien que certaines critiques sont toujours survoltées parce qu'ils sont fans de My Hero Academia. T'apprends moins le recul. J'essaye aussi des fois de le prendre le recul et c'est difficile. Sur du Yu Hakusho ou sur du Hellboy, je ne l'aurais absolument pas. Sur My Hero Academia, c'est un peu comme sur Free Eren, je suis assez détaché, j'aime bien, mais je vais pas non plus, je vais pas dire ça au génie. Le combat là quand même, j'étais dedans, hein. Quand j'ai commencé, voilà, c'est un shonen. Je le commence, je fais bon bah j'ai un peu de temps, je peux le lire, et puis là d'un coup je commence à le lire, je regarde l'heure, je fais chapitre, j'y vais, chapitre, j'y vais, et puis bon bah j'y suis allé parce que je suis parti parce que j'avais pas le choix. Mais j'avais bien envie de continuer, et voilà, petit patch turner, c'est toujours sympa. Donc ouais, My Hero Academia finalement, j'ai toujours été emballé, mais sans plus. Là, non, je suis carrément emballé. C'est trop bien, Academia. Si on aime les shonen, c'est un shonen quand même, hein. Ah, ça reste simple. Les enjeux restent simplistes. Mais n'empêche que c'est très bien. Allez, passons à la suite. Parce que je suis suffisamment parlé de My Hero Academia et dire que c'est très bien. Hop là, piouf. Et on continue avec un manga, Free Eren, hein, qui est un coup de cœur pour beaucoup de gens cette année. Donc Free Eren, c'était, tu sais, une elfe qui a vécu des dizaines, centaines d'années même, plutôt. Une elfe millénaire. euh, qui avait vaincu le Seigneur du Mal avec ses amis. Ses amis, bah, depuis sont décédés, et là, elle a récupéré ses disciples et elle parcourt le monde pour aller botter les fesses à nouveau du Seigneur du Mal. Voilà dans une grande ligne, sauf que bah, tout ce qu'elle a, les erreurs qu'elle avait pu faire avec le précédent groupe, peut-être essayer de les résoudre. Et avec ce volume-là, on arrive sur une tradition du shonen, au tournoi, ou plutôt à l'examen. J'en parle juste après. Donc, du coup, au niveau des auteurs, c'est Kanehito Yamada et Tsukasa Abe. Tsukasa Abe, je sais pas ce qu'il ou elle a pu faire avant, ce qu'il a pu faire. Et Kanehito Yamada, il a même fait 2 ou 3 autres séries, mais je vous dirai pas les noms parce que c'est en japonais et pas grand chose du coup, j'ai pas la traduction. Euh, les images. Donc comme je disais, c'est un manga qui est quand même atypique puisque on n'est pas tout de suite dans la baston du shonen, hein, mais ça reste un shonen et donc on a le tournoi. Le tournoi, on sait comment il va se terminer. Enfin, cet examen, on sait que, attention spoiler, j'en sais rien. Ce sera pas c'est pas dans le volume 5, peut-être dans le volume 6 qu'on aura la fin, mais tout va bien se passer, hein. Notre héroïne Frieren va va remporter ses examens haut la main hein, parce qu'elle est super forte. Par contre, du coup, vu qu'elle est super forte, il n'y a pas trop d'enjeux, on va présenter des personnages, d'autres personnes qui participent à l'examen, donc les rendre sympathiques, les groupes, l'alchimie entre les différents groupes qui participent, ça se fait bien, il y a une bonne alchimie entre les personnages. Il y a beaucoup de noms à retenir. Je ne pense pas en avoir retenu un seul. Par contre, leur design est suffisamment différent pour se faire connaître dans les prochains chapitres quand le tome 6 sortira. Il faudrait que je m'en souvienne, ce sera mieux. Bon, un petit coup de feuilleté le tome 5 et puis tout revient en mémoire. Donc voilà pour Free Ren, hein, ça reste un manga qui est quand même assez frais. Toujours le bémol des cases trop petites, le format qui est plus grand qu'un manga classique, mais qui reste trop petit. Enfin, il est plus grand. Voilà, regardez, on a des rangs morts blancs. C'est dommage. C'est dommage. Par contre, au moins, à l'intérieur, c'est pas cassé. On a au milieu, s'il y a un dessin en double page, il n'est pas cassé par le milieu, on peut le voir à peu près, et ça, c'est quand même très agréable. Donc voilà pour Free Ren, tu aurais toujours un manga très, très agréable à suivre. Mais peut-être pas au-delà de ce que pourront dire certains des mangas. Mais je n'en lis pas assez pour pouvoir comparer et trouver vraiment cette fraîcheur au manga. Peut-être d'autres ont à lire que du shonen. Là, ils ont un shonen atypique. Et voilà pour Free Eren.
on passe à Millennia. Que voici. Donc Millennia, ça va nous raconter dans un univers d'heroic fantasy avec un peu de steampunk, le mélange des genres, toujours sympa. Donc Millennia, c'est une jeune femme qui est formée pour un peu protéger le monde. Donc protéger les gens plutôt du monde du monde des rêves et des cauchemars. En fait, il y a des créatures qui peuvent manipuler les rêves et les cauchemars. Et du coup, elle est là pour protéger tout ça, pour que tout reste assez calme. Puisque auparavant, il y a eu une révolution, enfin, c'était aux mains des, on va dire, des nobles, ce contrôle-là. Il y a eu une révolution, le peuple a repris la main sur le contrôle des rêves. Et une personne arrive et veut dire non, non, mais je reprends la main, je fais ma dictature au calme, et tout va bien. Et donc, on a Millennia qui va se rebeller, elle n'est pas toute seule, contre tout ça. Au scénario, on a Jean-Charles Gaudin. Jean-Charles Gaudin, c'est quand même un auteur qui est assez connu pour la bande dessinée Marlisa, que je n'ai jamais lu, mais je le connaissais de nom, qui a quand même débuté en 98, et puis depuis, bah, il a écrit quand même beaucoup d'histoires d'heroic fantasy, fantastique. Donc je ne serais pas surpris de le retrouver un jour dans les mondes d'Aquilon. Écrire une série elfe, nain ou orc, enfin surtout orc et elfe, parce que les nains c'est propriété d'une seule personne. Ça me surprendrait pas, même si depuis il a quand même créé sa maison d'édition, enfin ou du moins il est derrière la création de la maison d'édition Artsila. Et donc je suis content parce que j'ai pu récupérer cette bande dessinée avec une jolie dédicace à l'intérieur de Dascal. Je parle juste maintenant parce que j'ai pas grand chose à dire, c'est le seul travail que j'ai trouvé en France, vu que c'est un italien. Et derrière il fait beaucoup de dessins de différentes tailles, formes aussi. Je vais vous montrer quand même la dédicace qui est quand même plutôt jolie. Voilà, petite Millennia en buste. Donc, quelques images. Donc là, je vous ai trouvé des images sans but de dialogue. Donc, du coup, ça ne spoil pas parce que la narration passe beaucoup par des bulles de dialogue. Euh, donc là, vous pouvez vraiment profiter des dessins. Ce qui est quand même le but des images que je montre, plus que les dialogues. Euh, voilà. Comme j'avais déjà dit dans d'autres épisodes, l'exercice du tome 1, c'est jamais évident. Et surtout que là, on est dans un format 48 pages, donc assez court par rapport aux 56 pages des elfes, par exemple. Et c'est raconté sans aucune voix off. C'est ce que j'ai écrit à l'époque, mais est-ce que je me trompe? Mais non, je me trompe pas. Il n'y a pas de voix off. Donc ça veut dire qu'il va falloir nous présenter ce monde atypique, comme dit, un mélange de genres, fantasy mêlé de steampunk. Faut le présenter, faut faire beaucoup de bulles de dialogue, tout ça, mais le problème c'est qu'il faut avancer dans le tome 1. Faut donner envie à l'arrivée, à la fin du tome 2, faut donner envie, pardon, à la fin du tome 1, faut donner envie de lire le tome 2. Du coup, bah, faut avancer, et là, faut reconnaître qu'il s'en est très très bien sorti. Voilà, Jean-Charles Gaudin, il a quand même pas mal d'expérience, donc il maîtrise son sujet, ça se lit très très bien, il y a les péripéties qu'il faut, on a caractérisé les personnages, très bien, et maintenant on va pouvoir passer à la suite dans le tome 2. Euh, L'histoire était assez emballante. C'est une origin story, hein. Faut typiquement le voir comme ça, et c'est vraiment le tome 2 qui va tout envoyer. J'espère en tout cas que le tome 2 va tout envoyer. Qu'est-ce que j'avais voulu dire d'autre? Oui, toutes les explications sur le monde de Millennia étaient nécessaires. Euh, Même si elles sont nombreuses, il nous reste encore au moins des interrogations à avoir, hein. Tout n'est pas donné, hein. Sinon ça aurait été assez indigeste comme album. Euh, mais voilà, on comprend vraiment l'essentiel. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, si, c'est un petit aparté aussi du coup sur les histoires. Vu qu'on est sur un monde qu'on ne connaît pas, le plus simple, presque, et ça c'est pour l'ensemble, hein, c'est de rester dans des motivations assez simples. Donc c'est-à-dire vous mettez un peu d'amour, un peu de vengeance, et hop, vous pouvez avoir une histoire simple à comprendre, même dans un monde un peu plus compliqué. C'est des choses qui marquent toujours, hein, la colère, et tous ces sentiments, c'est des sentiments assez simples à comprendre. Je vais quand même vous montrer une page avec les bulles, comme ça au moins ça vous donne une idée de la place que peuvent prendre les bulles dans une page. Voilà, on a ça. Je prends une autre case. Donc, ouais, non, après, voilà, il y a des pages, voilà. La page de gauche est assez simple, celle de droite, un peu plus de bulles, mais ça va. Et puisque j'en profite, puisque
de l'avoir ouverte. J'aime beaucoup l'ancrage. Il y a vraiment un gros contraste entre les noirs et la couleur. Ça j'aime bien. Mais quand même bien beau aussi. La couleur est quand même vraiment pas mal. Donc, ça c'était pour Millennia. Hop, 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 passons à la suite. Ma souris, elle est où? Elle est là. Et on arrive avec The Resistance. Ou The Resistance Uprising. euh, aux États-Unis, puisque là c'est un tome 2 aux États-Unis, ce n'est pas du tout un tome 2, bien que ce soit quand même la suite des événements de The Resistance. Donc, The Resistance, ça nous parlait. C'était là après une pandémie mondiale qui a décimé 450 millions de personnes. Tous les survivants qui avaient contracté la maladie, donc les 5% qui ont la maladie, quand on l'attrapait, elle était mortelle à 95%. Donc les 5% de survivants, ce qui fait du coup quand même pas mal de monde à l'échelle de la planète, ont acquis des pouvoirs. Et le truc, c'est qu'il y a quand même les pouvoirs justement un peu en place, les gouvernements, ils se sentent quand même bien menacés par l'émergence de ces individus. Et ils vont commencer à mettre en place des mesures pour empêcher ces personnes d'agir, de nuire, de changer la balance. Voilà pour l'histoire. Donc au niveau du scénar, c'est Joe Michael Straczynski. Donc j'avais déjà parlé pour le tome 1, donc c'est l'homme derrière la série télé Babylon 5. Voilà, et donc le dessinateur c'est C.P. Smith. Je ne sais pas pourquoi C.P. Ses initiales sûrement, ou pas, je ne sais pas. Donc il a fait du DC, de la X, il a fait du Marvel, Wolverine noir, un Wolverine polar, mode polar, et aussi de l'indépendant, Ten Wand, Crâne ou Vent, Ten Wand, enfin, la française, qui était aussi une bande dessinée écrite par Straczynski. Donc c'est un parcours classique, DC, Marvel, indé. Voilà les dessins. Alors, par rapport au tome 1 où j'avais trouvé qu'il utilisait un petit peu vite, parce qu'on partait vraiment de scénette en scénette, avec un petit fil rouge conducteur, mais c'était vraiment des scénette par scénette et vraiment à travers le monde. Dans ce volume 2, on arrête le voyage à travers le monde, on reste concentré uniquement sur les États-Unis. Et un petit peu le Mexique aussi, enfin on reste vraiment nord-américain et surtout par rapport au gouvernement américain. C'est vraiment la suite du tome 1, puisque on part des événements de fin du tome 1, c'est les événements du début du tome 2. Ça s'enchaîne énormément. Donc ça c'est. Et voilà. Donc un récit moins choral. Je suis vraiment toujours les mêmes personnages. Ce qui va permettre justement au récit de prendre plus de corps. Avant, voilà, on partait un petit peu dans tous les sens. Là maintenant, on se concentre sur les personnages. Donc les enjeux sont plus simples à comprendre et le récit va vraiment monter crescendo au fur et à mesure des pages. Par contre, la fin est vraiment abrupte. C'est, allez, bon, 5 pages à la fin, pouf, terminé. Trop rapide, prenez le temps, vous avez pris le temps, on a quand même un gros volume. Hein. Buzzkill, ici. Voilà, là la différence entre Buzzkill et... parce qu'elle se voit absolument pas sur cette tranche-là, peut-être plus sur celle-là. Voilà, on a ça comme différence. Il est aligné, est-ce qu'on va voir? J'y arrive. Ah, non, j'y arrive pas, c'est trop compliqué, c'est pas grave. Faites-moi confiance, la pagination de The Resistance est beaucoup plus grande que pour Buzzkill. Hop, Buzzkill retourne là. Et Distance reste avec moi. Donc oui, le récit, on a dit, prend plus de corps, on va s'intéresser beaucoup plus aux motivations et aux plans aussi des différents personnages. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit les deux camps. On voit les possesseurs de pouvoir et le gouvernement qui va commencer à mettre en place un peu un régime fasciste. Ce qu'on peut faire toujours le premier volume avait tapé assez juste par rapport à la pandémie que nous avons vécu IRL. Hein. Je rappelle que le premier a été écrit avant. Il est sorti en même temps, mais il a été écrit avant le Covid. Dans la manière de décrire tous les événements qui se sont passés, on peut faire beaucoup de parallèles, c'est très facile. Est-ce qu'on va pouvoir faire un parallèle par rapport à la dictature fasciste qui est en train de se mettre en place dans The Resistance tome 2?
Voilà, je laisse les gens décider par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc c'est une histoire qui est, pour conclure, qui était bien plus efficace que celle du tome 1, que tu verras une introduction. Mais voilà, le bémol, c'est la fin qui est un peu trop parue. Pour rappel, le concept était que Straczynski écrivait l'univers, voilà, il avait écrit le premier volume, et après d'autres auteurs venaient rajouter leur pierre à cet édifice. Mais finalement, dans le tome 2, c'est encore Straczynski qui s'occupe du scénario. Il y a d'autres séries qui sont sorties aux États-Unis, est-ce qu'elles vont être publiées en France? Ça, je sais pas. On verra. Wait and see, comme dirait. Voilà pour The Resist. Et on a fait une bonne moitié. Ah, Predators. Tac, tac, tac. Ah, je peux spoiler hein, durant la transition. Donc, Apridor, c'est une récit que j'ai lu en publication, donc je n'ai pas la bande dessinée sous la main. Donc, c'est une histoire qui est située en Australie, actuelle, hein, c'est. Voilà, donc on est une jeune femme qui cherche à lutter avec différentes personnes pour récupérer son héritage au fin fond d'une mine d'or. Et elle va faire la rencontre d'une autre personne. C'est assez difficile de décrire le récit parce qu'il part un peu dans tous les sens. J'y reviendrai juste après. Au scénario, c'est Nathalie Sergif, qui est une Belge qui est fan de BD, de bande dessinée d'aventure. Hein. On retrouve ça dedans. Depuis 2012, elle a écrit une petite dizaine de séries, dont 3 au moins qui se déroulent en Australie, dont celle-ci, un prix d'or. Je dis bien série puisque les deux volumes sont sortis en même temps. Le tome 1 et le tome 2 sont sortis le même jour, mais ils sont sortis de volumes séparés, j'y reviens juste après. D'abord, je vais parler de Bernard Catou, qui est un petit peu insaisissable. Hein. J'ai trouvé, il a 3 noms d'auteurs. Il a Bernard Catou, il a Catou, tout simple, sans le H et sans un T. Il trouve aussi sous le pseudo de Fresco. Voilà, donc il a fait différentes histoires. Je crois qu'il sert aussi quand même des pseudos pour différents genres. Enfin, il mélange pas ses pseudos, même si de ce que j'ai vu, il mélangeait. Donc c'est insaisissable, monsieur. Donc voici des images, hein, tome 1 et 2, hein. J'ai pas mis que le 1, je n'ai lu que le 1, mais j'ai mis les tomes 1 et 2. Ça va être quand même difficile moi de conclure, puisque comme je disais, les tomes 1 et 2 sont sortis en même temps. Pourquoi? J'en ai strictement aucune idée. Est-ce que c'est pour vendre les deux volumes à prix fort, comme je disais? Alors pour Shane, les deux sont sortis en même temps. Si on fait la moyenne des deux, ça fait 10 euros par volume. Là, si on achète les deux, je sais pas, vérifier les prix en magasin, ça fait 15 euros. Donc la série, 30 euros. Le problème, c'est qu'est-ce que les gens vont vouloir acheter les deux albums en même temps? Est-ce qu'un album plus épais aurait mieux servi le livre? Je ne sais pas. Donc je suis assez surpris de sortir en tout cas en deux parties, puisque clairement, les deux volumes s'enchaînent. J'ai eu l'occasion justement de voir les premières pages du tome 2. C'est clairement, je prends la dernière page du tome 1 avec un cliffhanger, je tourne la page, et pouf, j'ai ma réponse dans la page suivante. Du tome 2. Donc je comprends vraiment pas la politique là je sais même pas qui a publié cette bande dessinée de Glénat. Je comprends pas toute cette politique là. C'est voilà, je peux pas pouvoir parler trop de l'histoire en général, je sais pas trop où elle mène. En tout cas, celle-ci, euh, beaucoup d'action. C'est vraiment un récit d'aventure, hein, tout le monde là qui veut mettre la main sur ce trésor, enfin sur l'héritage de la nana. Ouais, même si dans les deux tiers de l'album, on a vraiment les pions qui se mettent en place pour l'explosion ensuite dans le dernier tiers de l'album, et puis que je suppose qu'il va continuer dans le tome 2. Ça, je n'ai pas le tome 2. Euh, en tout cas, si le tome 2 est dans la lignée du tome 1, j'ai vraiment confiance dans cette série. C'est vraiment une série vraiment qui se suit très très bien, un bon récit d'aventure. Pas aussi déjanté que pouvait l'être un récit d'aventure où tout le monde poursuit tout le monde, comme peut l'être Il faut flinguer Ramirez, que je vous parlerai si la chronique continue, j'espère qu'elle continuera l'année prochaine. Ça devrait sortir. Il faut flinguer Ramirez, vraiment comme ça. Voilà. Il faut flinguer Ramirez, le dernier tome sortira l'année prochaine. Si vous avez le temps de le lire. Donc voilà pour Prix d'Or. Je disais une bonne série. Enfin, sans doute une bonne série, mais à voir avec le tome 2. Et on passe tout de suite, autant le dire, à la claque que j'ai lue ce mois-ci, hein, qui m'a pris du temps. C'est pour ça que je n'ai pas lu tant de choses que ça ce mois-ci, puisque j'ai lu l'intégrale de Rachel Rising, qui est en 2 énormes volumes. Hein,
Donc, il y a 42 chapitres, c'était long à lire, il m'a fallu une bonne semaine et demie. L'histoire. Donc, on a Rachel qui est décédée. Dès le début, elle est décédée. Mais depuis, elle va mieux. Voilà, donc elle a pu sortir de terre et elle va beaucoup mieux. Donc on a la question déjà, parce qu'elle n'est pas morte par hasard, hein, quelqu'un l'a tuée, donc on se pose la question de qui l'a tuée. Mais surtout, pourquoi elle est encore vivante? Elle est quand même morte et enterrée et elle marche parmi les vivants. Hein. Là, on peut le voir sur cette couverture du tome 2. Hein, elle a une jolie cicatrice autour du cou. Ça vous donne déjà à peu près comment elle est morte. Donc voilà, il y a pas mal de petites interrogations. Donc c'est une grosse claque pour moi. En tout cas, ce volume-là. On va parler quand même de Thierry Moore. Hein. C'est quand même pas, c'est pas n'importe qui, ce Thierry Moore, parce que c'est quelqu'un qui a juste d'entrée. Sa première bande dessinée, c'est Stranger in Paradise. Il a obtenu un Eisner Award de la meilleure série. Tout de suite, hein, d'entrée de jeu. Voilà, il a fait quand même sorti une très bonne série. Depuis, après, il a fait en indépendant, en tout cas dans son univers, il a fait du Motor Girl. Il a fait aussi Echo, la science-fiction. Il a fait un crossover avec Rachel Rising. Et c'est tout. Ah si, puis il y a eu Serial aussi qui est sorti assez récemment. C'est d'ailleurs pour ça que je lis Rachel Rising. Il a fait aussi du coup du Marvel. Je crois qu'il a travaillé pas mal chez Marvel, mais j'ai pas noté ses valeurs. Par rapport à son style, en tout cas sur ses séries indépendantes, c'est quelqu'un qui va nous parler de sujets assez sérieux, parce que là, on parle quand même de la mort, hein, pas un sujet joyeux, mais il va rajouter une petite dose d'humour qui va faire que tout passe très très bien, même les pires atrocités, ça passe très bien. On parle quand même beaucoup de morts, mais de meurtres, d'assassinats aussi, hein. Mais ça passe bien, parce que quand on a une jeune fille, une serial killer de 11 ans, bon, bah tout de suite, ça rend aussi un peu moins sérieux. C'est pas très jojo, mais bon, elle a 11 ans la gamine. Donc bon, c'est pas mal. Si on prend Motor Girl aussi, c'est quand même le récit assez dur, puisque c'est une jeune femme qui souffre de syndrome post-traumatique à suite à qu'elle était une femme soldat. Et donc du coup, bah, elle a quand même des visions. Elle a pour meilleur ami un gorille qui parle. Bon, ce gorille est imaginaire. Voilà, une femme souffrant de PTSD, et on a un gorille qui parle. Et aussi on a une extraterrestre qui débarque, et là toute la question c'est de savoir est-ce que l'extraterrestre il est réel ou c'est le fruit de l'imagination de, de la jeune femme. C'est ça le sel de l'histoire qui était très très bien aussi. Ce mot Girl. Quelques images que vous allez voir tout de suite, c'est du noir et blanc. Ici tout en noir et blanc. Et il faut quand même reconnaître, j'ai déjà un petit peu dit avant, j'ai pris une énorme claque. Et salut Sunjian, c'est bien d'aimer les merguez. Donc oui, j'ai pris une énorme claque avec Rachel Rising. Tout de suite accroché au personnage, à l'histoire. J'étais là, je tournais les pages, je regardais l'heure, je me disais, mais il faut que je dorme. Et... Et je voulais connaître la suite. Donc j'ai quand même mis une semaine à lire, une semaine et demie à lire, parce que c'est quand même très long, c'est très dense. Et tu t'attendais pas à ces genres de dessins en voyant la couverture. Et c'est très bien que tu sois surpris, justement. Ça a l'air glauque comme BD. J'y viens justement. Oui, c'est un petit peu glauque puisqu'on va parler de mort. En plus, justement, le noir et blanc, ça aide pas. Là, voilà, par exemple, là, on a quand même sur cette image-là, on a une scène d'assassinat. Mais c'est comme je dis, c'est Zoé, un personnage formidable. Elle a 11 ans et elle tue des gens. Voilà. Il y a une raison à ça qui est expliquée. Mais bon, voilà, comme ça, là, de but en blanc, la première image de Zoé qu'on a, c'est ça. Voilà, surprise. Donc c'est ça justement qui est très intéressant, c'est que Terry Moore, il est quand même très fort de les sujets. Ça, très lourd, mais c'est rigolo. À un moment, il y a une scène de déterrage de cadavres. Les cadavres, ils sortent de terre en faisant comme ça. Ils sautent littéralement du sol. Pourquoi? Donc ça rend les choses sympathiques. Les personnages ont des mimiques très gaguesques. Hein. Là, voilà, là on prend. On n'a plus cette image-là, mais je viens de vous en trouver une, ça va être facile. C'est bon, je ne retrouve pas. Voilà, hop, juste cette case en bas. Voilà, cette case-là. Si on prend ce personnage-là ici, tout de suite on voit que ces images, ces émotions sont très expressives. Là, voilà. C'est pour ça que cette image-là aussi, je voulais montrer. Là, on a un cadavre. Le cadavre se lève, il fait un rot, il retombe. C'est normal. Et puis même l'expression des personnages. Rachel est morte.
elle revient, c'est limite t'as l'autre qui est sur son PC ou en train de travailler, et puis d'un coup, elle voit Rachel, elle fait t'es pas mieux, toi? L'autre, elle fait non, mais je vais mieux. Ah, ok. Et elle reprend son boulot. C'est presque ça. Les personnages sont très détachés. Ça pourrait presque faire passer pour être un petit peu comme un film des frères Cohen, hein, où les personnages sont complètement à l'ouest. Mais ça, Terry Moore a sa propre patte et ça rend vraiment sympa. J'ai adoré Rachel Rising, j'avais beaucoup aimé Motor Girl. Je pense que Echo et Stranger in Paradise, essayez de me les trouver parce que ça a l'air d'envoyer du pâté aussi. Donc ouais, c'est voilà, Rachel Rising, c'est vraiment un récit à lire. Hein. C'est sombre, mais il y a la touche d'humour qui rend ça plus sympa et ça passe très bien. Et voilà, ça vaut vraiment donc, pour le voyage et pour les personnages, couleur, même si c'est une BD en noir et blanc, qu'on nous présente. Donc nous on a gros ce claque et gros coup de cœur à l'envers, c'est encore à l'envers, gros coup de cœur de l'année de l'année sans problème. C'est sorti depuis un petit moment hein, maintenant, mais là c'est en intégral. C'est lourd, là depuis tout à l'heure je les porte et c'est lourd, mais c'était très bien. C'est parce que ça envoie du lourd. Ça va. Et hop, on passe à la suite. Et un autre récit, changement d'ambiance complet. Oula, et j'ai mis tout de suite des pages alors que c'était la couverture qu'on va d'abord présenter, comme d'habitude, avec The Scumbag. Le tome 2, puisqu'on avait déjà parlé du tome 1 il y a 2 mois. Donc pour faire un petit résumé de l'histoire, là c'est vraiment deux ambiances, ça y est, c'est sans transition. C'est l'agent sac à merde. Il s'appelle comme ça, hein, en même temps The Scumbag, sac à merde. Hein. Donc l'agent sac à merde est de retour et cette fois-ci il va affronter une secte de hippies qui veut apporter un amour véritable au monde avec une base basée située sur la Lune. Donc ici complètement loufoque. Complètement loufoque. Donc c'est toujours génial Rick Remender qui est au scénario. Donc Rick Remender, allez de tête. Je vais vous sortir quand même quelques bandes dessinées qui vont pas vous parler. Bah si, Seven to Eternity, ça j'en ai parlé cette année. Des classes, une série télé, ça peut vous parler aussi. Lao, Science, Tokyo Ghost, j'en oublie encore d'autres que j'ai vu. Death or Glory, puisqu'en plus c'est dessiné Death or Glory par Bengal, qui est un dessinateur présent sur cette bande dessinée. Puisque, passons au dessinateur. Le premier Scumbag, chaque chapitre est dessiné par un auteur différent. Bon, c'était pas prévu comme ça à l'origine, mais ça s'est fait comme ça. Et du coup, on continue avec ce tome 2, un dessinateur différent chaque chapitre. Comme le. J'allais anticiper la chronique, un petit peu. Donc pour les dessinateurs, on a, je vais vous sortir comme ça avec les prénoms que j'ai en couverture, on a Bengal, Francesco Mobili, Alex Riegel, Jonathan Weishak et Mathias Bergara. Mathias Bergara qui a fait Saison 200 que j'ai présenté dans un épisode précédent. J'aurais dit en juillet ou en août. Quelque chose comme ça. Une bande dessinée qui était sans texte. Voilà pour toutes ces personnes-là et quelques images que vous avez déjà un peu pu voir juste avant. Donc j'ai mis une image par chapitre. Comme ça, vous voyez vraiment les styles graphiques de chaque personnage avec certaines pages très... Je veux des poissons. Ça me fait marrer rien que de les voir. Par contre, ce tome 2, moi j'ai été, tout de suite, disons-le, j'ai été déçu. Pourquoi Dans le premier volume, j'avais trouvé que Rick Remender n'avait pas été assez loin dans son idée. Parce que, pour rappel, l'agence à merde, à la base, c'est un déchet de la société. C'est un mec qui pense uniquement, qui est resté bloqué dans le sexe, drogue and rock'n'roll. Tiens, d'ailleurs, on retrouve Buck Buzzkill aussi, qui est censé se droguer pour des pouvoirs. Lui, il se droguait avant d'obtenir des pouvoirs par hasard parce qu'il a trouvé une seringue et en fait la seringue c'était un truc qui lui donnait des pouvoirs, c'était pas un truc pour se shooter. Donc du coup maintenant c'est le monde repose sur ses épaules, sur le pire déchet de l'humanité. Euh, donc ça c'est l'agent et qui est quelqu'un qui est assez égoïste, assez immoral. Donc le concept premier volume était barré mais ça allait pas assez loin. Dans ce volume là on va quand même plus loin, comme je le dis, on a une secte de type sur la lune qui veut apporter l'amour. L'agence à caméra va pouvoir dire non mais faut pas déconner, faut laisser le monde comme il est. Enfin c'est pas lui qui le dit, c'est ses employeurs. Donc voilà, ça c'est l'histoire. Maintenant, par rapport au personnage, donc Ernie c'est quand même quelqu'un de complètement stupide, quelqu'un QI de 70, un truc comme ça, c'est un analphabète. Hein.
clairement. Euh, Sauf que dans ce volume, bah, moi j'ai trouvé qu'on l'a rendu moins idiot. C'est-à-dire qu'il va réussir à faire ce qu'il veut, ce qu'il veut. Est-ce qu'il va obtenir ce qu'il veut, ça je ne sais pas, ça je ne vous le dirai pas. Mais voilà, t'es rendu intelligent. Je vais garder mes guillemets intelligent, moins stupide, disons. Et ben ça me pose problème parce que c'est quand même quelqu'un, comme je dis, immoral, hein, puisqu'on voilà, sex drogue, quelqu'un qui cherche uniquement à coucher avec presque toutes les nanas, qui est shooté en permanence, qui a aucun regret dans ce qu'il fait, donc il y a pas de recul comme dans Buffkill où le mec c'était un peu plus sombre, parce que même s'il se droguait, il cherche à se soigner, lui pas du tout, il assume complètement d'être un déchet. Et du coup, bah, ça rend l'histoire finalement assez amorale, et donc du coup c'est le fun que vous pouvez avoir dans le premier, et ben je le retrouve pas ici. Ça m'a vraiment un petit peu bloqué parce que Ernie est moins idiot. Voilà, ça c'était vraiment dommage. La difficulté, voilà, peut-être d'un récit, comme je disais, c'était le premier n'a pas été assez loin, mais là peut-être que celui-là va trop loin. Il y a un équilibre à avoir qu'il avait peut-être su trouver dans le premier, pas dans celui-là. Il y a un tome 3 qui est prévu, qui est en cours de publication aux États-Unis, là, chaque chapitre sort en ce moment. J'espère qu'on va plus revenir sur les bases du tome 1 que celui du tome 2, parce que là, ce tome 2, non, pas trop. Moyen, moyen. Donc c'est dommage, mais bon, je garde quand même en tête le premier qui était fun, qui était quand même un peu fun. Donc voilà pour The Scumbag. Passons. Ok, on est dans les temps. Allez, et on arrive aux elfes, hein. Les mondes d'Aquilon, hein, qui reviennent comme chaque mois quasiment. Donc là, on est au tome 33. Le tome 33, il sera dédié aux elfes blancs. Donc les elfes blancs vivent sur une île loin de tout, et ils reçoivent la visite reine, euh, d'une reine humaine, c'est ça, si je dis pas de bêtises, qui est victime d'un mage noir, et donc elle vient pour dire sauvez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. Elle est belle cette BD. Oui, la couverture est très jolie et les dessins sont très jolis, mais ça c'est une constante régulière dans cette série. Pour tous les mondes d'Aquilon. J'avais fait hors série précédemment sur les mondes d'Aquilon, donc où je présentais un petit peu toutes les bandes dessinées, toutes les séries. Et c'est une constante, tous les dessins. D'ailleurs, je parle rarement des dessins, même dans mes chroniques. Ils ont tous du talent, tous les dessinateurs ont du talent. Et là, il faut quand même reconnaître, dans les elfes, la barre graphique est assez haute, hein. C'est toujours à peu près les mêmes, c'est ce que je vais reprocher, mais avec une barre graphique, avec un niveau graphique assez haut. Les couleurs, c'est nickel, hein, même Elodie Jacques Noir, c'est pas la première fois qu'elle dessine, qu'elle colorie les BD de ce monde-là, de cet univers. Elle fait un super boulot, hein. N'oublions jamais les coloristes, c'est pour ça que je les cite dans la deuxième ligne. C'est que en deuxième ligne, mais je cherche quand même à les citer, ils sont importants. Euh, donc au scénar, c'est Olivier Perru, que j'ai déjà parlé de très nombreuses fois, hein, puisque la dernière fois, c'était le mois dernier. Voilà, donc bah, c'est les mondes d'Aquilon, Lancelot, Mjolnir, les maîtres inquisiteurs, etc. Est-ce que c'est lui qui fait tous les elfes blancs? Eh bien, je ne sais plus. Par contre, le dessinateur, Stéphane Billot, c'est lui qui fait tous les dessins des elfes blancs, depuis le début de la série. Donc ce qui fait désormais 7 tomes d'elfes blancs. Qu'est-ce qu'il a pu faire d'autre aussi? Oui, des séries liées à la Bretagne. Et là, je suis en train de me dire, depuis pas mal de mois, même maintenant, quand je regarde les CV des gens, il y a beaucoup de Bretons, du monde de gens qui écrivent sur la Bretagne. La Bretagne est mystique. En même temps, vu mes récits, toujours un petit peu fantasy, science-fiction, fantastique, la Bretagne, ça s'y prête, hein, avec Brocéliande, les mythes arthuriens. Ça s'y prête bien pour faire des bandes dessinées mythologiques. Donc, quelques images et ensuite mon avis. Alors, juste avant, on parlait d'un personnage complètement stupide. Là maintenant, ça va aller plus loin. On va plus parler d'un personnage complètement stupide, on va parler d'un peuple stupide. C'est pas juste une personne, c'est un peuple. Sauf que bah là, moi je pardonne pas quand même. C'est les elfes blancs, ce sont des êtres centenaires, voire pour certains millénaires, et ils vont faire toutes les conneries possibles. Tu leur dis, mais faites pas ça les gars, vous savez, c'est complètement con. Et bah ils le font. Donc ce qui leur arrive, c'est bien fait pour eux dans cette histoire.
c'est systématiquement, ils vont faire les mauvais choix. Ils ont des règles. La règle, c'est simple, c'est personne ne met les pieds sur leur île. Aucun humain, en tout cas. Un bateau, ils arrivent, ils font non, mais on a une reine, s'il vous plaît, ne tuez pas, c'est pas important. Et ils font ok, viens, t'as une règle, respecte-toi, respecte ta règle, chute un peu. donc ouais, donc voilà, moi c'est pas passé parce que les personnages systématiquement les choix tu vois les choses arriver à kilomètres et non, ils font le choix. Ce qui me désole un petit peu, c'est que voilà, Olivier Perru, c'est pas un débutant, il fait faire son histoire, mais bah là, il est dans une direction qui est pas bien. Enfin, c'est bien raconté, par contre. Problème, hein, c'est bien dessiné, il y a pas de problème, mais c'est ce que ça raconte, c'est pas terrible. C'est pas terrible, voilà, parce que les personnages sont stupides. J'ai un peu peur, enfin j'ai peur, j'ai le sentiment plutôt que cette bande dessinée a été écrite dans l'optique générale, dans la vision générale des mondes d'Aquilon, qui préparent une guerre. Hein, on part suffisamment à la fin de chaque album pour dire attention, il va y avoir la guerre, donc on la prépare cette guerre. Ah, et donc bah faut faire des choses pour attirer, pour ramener les elfes blancs peut-être dans les prochaines histoires. Donc ils ont fait ça, mais c'est complètement tiré par les cheveux, l'histoire, donc avec le tracté. Donc non, on va conclure tout de suite. Cette série, enfin, cet album 33, je le classe pas dans les meilleurs albums de, du monde des elfes. Et là, je suis en train de me dire depuis tout à l'heure qu'on a du monde qui parle dans le chat. La BD, elle est complètement cachée. Il va falloir que le chat, je le montre là-haut. Parce que c'est pas terrible. Donc, mais ça, c'est pour plus tard. Ça, pas aujourd'hui. On va passer à la suite. C'est la suite. Et on va revenir de l'autre côté de l'Atlantique avec Wolverine, l'arme X, qui est sorti dans la collection Les Grandes Sagas Marvel. Donc il y a 9 ou 10, je sais plus. Je crois 10 bandes dessinées, j'en ai déjà quelques-unes qui m'attendent de l'autre côté, sur les grandes sagas de l'univers Marvel. Donc j'ai commencé à en lire, je n'étais pas tous pris, hein, parce que toutes ne valent pas forcément. Et j'ai commencé avec cette arme X. Donc, bon, je ne vais pas vous présenter Wolverine, je pense que vous pouvez le connaître grâce à l'intermédiaire des films, en tout cas. Donc là on a l'origine du squelette en adamantium du plus célèbre des mutants, en tout cas le préféré des gens sans problème, du mutant, vraiment le plus populaire. Et tout ça, toute cette bande dessinée, c'est scénarisé, dessiné, colorisé, ancré par Barry Windsor Smith. Donc c'est un auteur britannique qui œuvre dans la bande dessinée, dans le comics depuis 1967, ça commence à dater. Il est toujours actif, hein, il a sorti une bande dessinée en 2021, qui est sortie en France d'ailleurs. Donc allez, on va retenir de lui, c'est les comics Conan le Barbare, sur lesquels il a pu travailler pour Marvel. Sur les titres liés aux X-Men, hein, dont Wolverine c'est le haut du panier sur les X-Men. Il a aussi fait un détour lors de la création de l'univers Valiant. Hein. L'univers Valiant, je parle régulièrement aussi, mais du renouveau du Valiant, de celui qui a été renouvelé en 2012, qui est quand même différent de celui qui existe actuellement. En moins bien, faut quand même le reconnaître. Donc, l'univers Valiant a été créé en 92 et Barry Windsor Smith a fait partie des premières histoires, donc Fleur Armstrong. Il a fait quoi d'autre? Je crois qu'il y a du Jack. Non, j'ai pas les autres séries. Archer Armstrong, je suis sûr, les autres, j'ai des doutes. Je vais pas aller plus loin. Donc depuis 30 ans, maintenant, il fait vraiment de la création originale. Mais c'est vraiment... Voilà. De temps en temps, il sort un nouveau titre. Donc quelques images. Attention, les images, elles sont datées quand même au niveau des années 90. Je sais pas, vous voyez pas les petites lignes rouges là? C'est pas terrible ça? Attends. Est-ce que je peux les faire partir? Non. Moi je les vois, mais vous, j'espère que vous les voyez pas. Donc, sans l'aura de Wolverine, parce que l'aura qu'il a acquise à travers tous les films, Hugh Jackman et tout, ça c'est pour ceux qui ne connaissaient pas l'univers des comics avant, parce que avant les films, il y a eu les comics, et Wolverine c'était déjà le préféré des personnages. Et là, cette arme X, sortie en 92, revenait sur l'origine du squelette, et ça n'avait jamais été raconté. C'était vraiment bien, et sans cette aura-là,
je suis pas sûr que cette histoire soit aussi marquante qu'elle peut l'être. Hein. Là, on parle quand même des grandes sagas Marvel et du personnage de Wolverine. Euh, L'histoire, je l'ai trouvée très confuse dans le début. Je ne savais pas qui parlait, je savais pas trop ce qui se passe. Là, c'est une image justement dans les premières pages. Un découpage, franchement, moi j'adore ce découpage un peu fantastique. On n'est pas dans les cases linéaires et tout. Hein. Le comics nous fait donne rarement cette impression-là. Mais il y en avait tout, puisque il y a plusieurs scènes qui se passaient en même temps. C'était un peu compliqué. Les dessins, des fois, c'est très confus. Peut-être la couleur. En noir et blanc, ça passerait peut-être mieux. Voilà, cette image très rouge. Mais c'est compliqué à voir ce que ça représente. On est vraiment obligé de s'adapter, d'essayer de repérer les trucs. Il y a des tiges qui sortent, il y a des fils, c'est très organique. Beaucoup, les dessins, certains dessins, j'ai trouvé difficile à voir. Donc ça, c'était ok. Dans tout l'histoire, tout le récit, il y a peut-être beaucoup de questions dont je n'ai pas de réponse. Peut-être parce que c'est des choses que les gens connaissaient avant. Du coup, vu que le personnage de Wolverine était connu, bah, hop, on y passe rapidement. Je connais le personnage de Wolverine à travers les films, pas à travers les livres, et du coup, bah, j'étais peut-être pas mal perdu. J'ai pas forcément les réponses. Euh, Même si un initié pouvait me le dire, ce serait top. J'en ai connais pas. Euh, oui, la narration aussi. Bien, par exemple, sur cette case-là, la case, par exemple, tout en haut, tout ça, elle se lit en couverte. Et bah, mine de rien, bah, ça marche. On arrive bien à suivre les cases et à suivre la case et tout. C'est bien maîtrisé, mais cette narration typique enfin, cette mise en case, mise en page, typique des années 90, elle marche moins bien aujourd'hui. Forcément, quand je fais toutes les chroniques, je compare par rapport à ce que je lis actuellement, à 2020, 2022, par rapport aux années 90. Mais pas, je ne remets pas tout dans le contexte. Et là, c'est vrai que c'est peut-être un peu difficile. Maintenant, voilà, c'est une histoire culte pour les fans. Et si vous êtes fan de X-Men 2, du film X-Men 2, bah, du coup, l'histoire de Wolverine s'inspire beaucoup de l'arme X de Barry Windsor Smith. Donc c'est actuellement justement dans une collection petit prix chez Panini Comics, donc les volumes ils sont à 7€, 6,99€, hein, mais moi je vous la fais à 7. Donc il y a une dizaine de volumes. On a quoi comme. Je fais la pub, allez, je fais Pierre Belmar, sans l'imitation que je ne sais pas faire. On va avoir Civil War, Thor Renaissance, c'est les BD que j'ai pris. Hein. On a un très bon récit sur Thanos, a priori, que je n'ai pas encore lu. On a Captain America, le soldat de l'hiver. On n'a pas de Spider-Man, parce que Spider-Man est déjà sorti auparavant. Ou je ferais peut-être un Spider-Man, mais je ne sais plus lequel. On a Daredevil, l'homme sans peur. C'est un très bon récit. On n'a pas le deuxième très bon récit de Daredevil, Born Again, mais ça j'en parlerai le mois prochain, parce que normalement je devrais avoir lu Born Again. L'homme sans peur, celui-là. Et ouais, voilà pour les titres comme ça qui me reviennent en mémoire. Donc voilà pour le fin de Wolverine Army X. Dernière chose que j'ai à dire, et on va passer à la dernière bande dessinée de ce mois-ci. Hop, avec Vampiria Inquisition, que j'ai lu en prépublication. C'est pour ça que j'ai les mains libres maintenant. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur Vampiria Inquisition? Donc, nous sommes en 2015. Le roi Soleil, oui, le roi Soleil, hein, qui maintenant s'appelait le roi des ténèbres, hein, c'est bien Louis XIV, il gouverne toujours, car c'est un vampire. Et oui, d'ailleurs, il ne gouverne pas que la France, il gouverne toute l'Europe. Il a fondé toute une organisation pour vraiment gérer les humains, en tout cas, et gérer aussi les vampires, hein, pour que tous puissent s'organiser. Donc, dans son monde, en tout cas, les personnes qui vont s'occuper des affaires humaines et vampiriques, ce sont les inquisiteurs qui sont accompagnés de leur ombre humaine. Des serviteurs humains, c'est vraiment voilà, qui s'appelle l'inquisition hématique. Je vais noter justement dans les. Je vais pas en dire plus sur la série parce que je pense qu'il faut vraiment découvrir l'univers qu'on nous présente. Là, ça fait vraiment partie de la découverte. Millennia, j'aurais pu en dire un petit peu moins, mais vu qu'on nous le présente comme ça, alors que là, c'est distillé. On nous présente l'univers tout de suite, mais on a les clés de comment marchent les vampires un peu au fur et à mesure. On se rend compte un petit peu du récit au fur et à mesure.
c'est la seconde bande dessinée de Victor Dixon, écrite par Victor Dixon. Euh, Sa précédente série, c'était Phobos. Parce que, avant tout, Victor Dixon est un auteur de romans. Il a écrit des romans, bah, attention, surprise, euh, dans le monde de Vampiria. Voilà, il a écrit des livres dans l'univers, enfin, c'est même pas dans l'univers, il a écrit les livres Phobos. Oh, tiens, c'est marrant, c'est sorti en bande dessinée. Et il en a écrit aussi également d'autres. Ensuite, on a Eder Messias. Messias, oui. C'est un Brésilien qui travaille dans la BD depuis 2011. Pour des travaux, alors, j'ai pas trouvé beaucoup. A priori, c'est pour des travaux soit aux États-Unis, soit dans son pays. Et en France, bah, c'est la première fois qu'il a dessiné pour la France. C'est la première publication. Et hop, quelques images. Hop, alors, moi déjà, personnellement, à partir du moment où les vampires ne vont pas briller au soleil, moi j'aime bien les vampires, pas le mythe du vampire. C'est quelque chose, moi j'ai toujours apprécié. Euh, Ça passe bien. Généralement, ça passe bien. Et bah du coup, pour dans Vampire Vampire Inquisition, enfin, la française, mon accent pourri, on va l'oublier. Et bah Vampire Inquisition, ça passe bien. Voilà, on a la présentation justement des différentes façons, hein, de comment tout est géré. C'est une histoire originale par rapport au livre, hein, donc c'est un nouveau média. T'avais pas percuté Vampire et Roi Soleil. Ah, pardon, c'est vrai que je parle un petit peu vite. Autant pour moi. Il faut vraiment que je me soigne, hein, parce que ça peut être compliqué et fatigant à suivre pour vous. Donc oui, ce n'est plus le Roi Soleil, d'ailleurs, ça devient le Roi des Ténèbres. Mais j'ai beaucoup aimé aussi Roi Soleil et justement Vampire qui vivent la nuit. C'est le principe, tout c'est rigolo. J'aime bien. Donc voilà, on a différents. Je vous présente les différentes sections de ce nouveau monde, hein. On a des enjeux qui restent assez simples. On disait un peu plus tôt dans la chronique, oui, des enjeux simples. On comprend l'amour, la vengeance, ça marche toujours. Euh, J'imagine aisément une série assez longue. Parce qu'il y aura le moyen d'en faire beaucoup. Maintenant, est-ce que cette série va marcher? J'ai quelques doutes. C'était très très bien, hein. Je dis ça passe très très bien. Comme série, voilà. Voir la fin du premier arc, là on a une histoire qui se termine quand même enfin qu'on peut imaginer terminer dans ce tome 1. Maintenant il faut quand même avoir un tome 2 voire 3 pour la fin d'un arc. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus. Voilà. Pour le moment ça reste une série sympatoche. Tiens, on reboucle sur Shane au début avec une série sympatoche, mais si la série veut vraiment durer, pouvoir s'étaler, va vraiment falloir qu'elle muscle son jeu. Là c'est gentil. Voilà. Et donc, du coup, c'était la dernière série de ce corpus de ce mois-ci. Euh, on va revenir sur les fins principales. Euh, Il y en avait d'autres ce mois-ci que j'ai lu, dont je n'ai pas parlé, que je n'aime pas, parce que c'était bandes dessinées que je n'ai pas aimé. Donc c'est pour ça qu'au lieu d'avoir 12, on en a 14, moins les deux que j'ai lus aussi que j'ai présenté le mois dernier. Voilà, comme je dis, j'évite de défendre les bandes dessinées que je n'ai pas appréciées. Le Elf, j'ai pas apprécié, hein, faut quand même le reconnaître. J'en ai parlé parce que j'ai parlé des elfes depuis le début et ça me semblait important de continuer de parler de ce qui est sorti, surtout que les dessins restent très très beaux, le découpage, voilà, il y a quand même des choses positives à dire dessus. En tout cas, de mon point de vue, c'était positif. Donc, bah, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai le début décembre. Alors, je vais regarder la date. Normalement, le premier vendredi de décembre, qui sera le 2 décembre. J'espère pouvoir être là, parce que c'est vrai que les décembre, ça va être peut-être compliqué. D'ici là, amusez-vous bien, hein. Lisez de la bonne bande dessinée, de la bonne comics, hein. Faites le tri dans ce que j'ai dit aujourd'hui euh, et dans ce que j'ai dit précédemment. Donc, on se retrouve le mois prochain. Donc, pour aujourd'hui, passez une bonne soirée, passez un bon week-end, une bonne semaine, un bon mois, et je vous dis en décembre. Je vous retrouve en décembre. Allez, des bisous, ciao ciao. Elle était pourrie ma sortie. Et salut. Et c'est là, c'est pouf.